Bonjour, bienvenue à cette quatrième conférence de la deuxième semaine de la souveraineté. Donc, un rappel encore une fois, je sais que pour les habitués c'est de la répétition, mais on voulait remercier encore une fois le REMDUS, qui est le regroupement des étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de l'Université de Sherbrooke, qui nous a permis de tenir cette semaine de la souveraineté sans que les organisateurs aient à se miner, à piger dans leur poche pour financer tout ça. Donc, merci beaucoup, REMDUS. Merci à vous de vous être déplacés aujourd'hui, malgré les annonces un peu à la dernière minute de la tenue de cette conférence-là. Demain, un petit rappel, n'oubliez pas, c'est notre dernière conférence et non la moindre. Il va y avoir, entre autres, Robert Laplante, directeur de l'Action nationale et de l'Institut de recherche en économie contemporaine, un homme qui a beaucoup de contenu dans ses propos et qui va nous parler de comment améliorer notre stratégie pour accéder à l'indépendance, comment faire pour réussir à vraiment se donner un pays au Québec. Et il sera accompagné de moi-même, étudiante à la maîtrise en économie. Marie Malavoie, notre conférencière aujourd'hui, est née à Berlin et elle est détentrice d'une maîtrise en service social de l'Université de Montréal. Suite à ses études, elle a été professeure ici même à Sherbrooke en service social de 1977 à 1983. Puis elle a été secrétaire, vice-doyenne et doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. Elle a été doyenne de 1988 à 1992. Aux élections générales de 1994 avec Jacques Parizeau, elle a été élue députée de Sherbrooke et elle a été nommée ministre de la Culture et des Communications durant un an en 1994. Malheureusement défaite par Jean Charest en 1998, elle retourne à l'enseignement jusqu'en 2006 et elle occupe la position de présidente du Parti québécois de 2000 à 2005. Elle a ensuite été députée de la circonscription de Taillon de 2006 à 2014 et, comme on le sait, ministre de l'Éducation récemment de 2012 aux élections générales de 2014 qui ont porté au pouvoir le gouvernement de Philippe Couillard. Le 6 mars 2014, Marie Malavoie annonçait qu'elle quittait la vie politique. Mais aujourd'hui, elle accepte de venir nous parler des coulisses du pouvoir en 1995 lors de la campagne référendaire et possiblement qu'elle pourra axer aussi son discours sur ce qui se passait à Sherbrooke car elle était à ce moment députée dans la circonscription de Sherbrooke. Alors, accueillons-la chaleureusement, Marie Malavoie. Bonjour. Je suis très heureuse d'être avec vous parce que, rien qu'à voir d'ailleurs dans la salle, il y a des gens comme moi qui ont vécu les événements de 1995 et d'autres probablement qui faisaient tout juste leur premier pas dans la ville, ou peut-être même pas encore. Et donc, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est essentiellement, d'une part, de rappeler des souvenirs, de vous rappeler des choses, de faire que cet événement-là ne soit pas simplement un motif d'une date dans un livre d'histoire, mais que ce soit quelque chose qui demeure vivant. Pour moi, le projet de faire du Québec un pays, c'est quelque chose qui est vivant. Moi, j'ai eu le privilège de participer à certaines étapes de notre histoire récente, et il y en aura d'autres, et j'espère y participer aussi, et je suis sûre que parmi vous, il y en a également qui se voient comme des acteurs et des actrices de l'histoire du Québec. Permettez-moi d'abord de remercier M. Roy-Rouleau et les gens qui l'assistent d'avoir l'idée de faire ces semaines de la souveraineté et d'avoir pensé, à juste titre, que cette année, on est au 20e anniversaire de 1995. Je salue votre geste parce que c'est vous qui permettez que ça demeure une parole vivante. Puis j'ai vu les gens que vous avez invités et je crois que je les connais tous. Et je pense que c'est une bonne idée de partager avec vous à la fois un certain nombre de souvenirs et de réflexions. Donc, ce ne sera pas un discours savant que je vais faire. Je ne suis pas dans un discours sur la Constitution, je ne suis pas dans un discours historique savant non plus. J'ai envie de faire deux choses avec vous. J'ai envie, d'une part, de vous mettre dans l'ambiance de ce que nous avons vécu
en 1995, ici même à Sherbrooke, comme dans le reste du Québec, mais ici même à Sherbrooke, puisque j'avais le privilège à l'époque d'être député de Sherbrooke. Et comme vous l'avez rappelé gentiment, j'ai toujours dit ensuite que c'est Jean Charest qui avait pris ma place. C'est ça qu'il est arrivé dans Sherbrooke comme chef du Parti libéral. Donc, je vais vous rappeler un certain nombre de souvenirs, vous mettre dans l'ambiance, mais aussi, je vais partager avec vous les convictions que je continue d'avoir. Alors, c'est sûr qu'entre 1995 et 2015, le monde n'est pas tout à fait le même, les enjeux ne sont pas tout à fait le même, mais moi, je me rends compte très très sincèrement que, pour moi, c'est extrêmement facile d'actualiser le discours sur la souveraineté du Québec. Ça n'est pas quelque chose qui est passé date. Ce n'est pas quelque chose qui est obsolète. Et je vais essayer de vous en donner quelques exemples, en répondant aussi à certaines objections que je peux entendre, entre autres de la part de jeunes, qui ont l'impression parfois que ce sujet-là est dépassé. C'était quoi d'abord, donc, l'ambiance en 1995? On se projette il y a 20 ans. Comme je disais, pour des gens comme moi, il y a 20 ans, j'avais déjà un bout de chemin de fait. Pour d'autres, il y a 20 ans, on est comme déjà dans les livres parce que vous n'avez pas de mémoire, ou encore peut-être un petit peu à travers votre parent. Il y a 20 ans, en Estrie, à Sherbrooke, comme dans le reste du Québec, il y a eu un phénomène assez rare, qui est une mobilisation populaire qui réfléchissait à l'idée de la souveraineté du Québec. On est donc plusieurs mois avant le référendum. Et je tiens à rappeler ça parce que un référendum comme celui de 1995 n'a pas été simplement une date qui a été tirée du chapeau, puis on a dit aux gens telle date vous allez voter comme si c'était une élection à date fixe. Ça a été préparé de longue date par M. Parizeau qui, en prenant le pouvoir, avait dit « moi j'aurai un référendum dans la première année ». Et donc il a mis en place des commissions sur l'avenir du Québec. C'est des commissions qui ont donné la parole aux gens. Donc une commission qui se promenait à travers le Québec, qui faisait de grandes assemblées publiques, qui présentait un projet de loi, le projet de loi 1, qui définissait un peu les grands termes de notre accession à la souveraineté, de ce que contiendrait donc une constitution du Québec, mais surtout qui donnait la parole aux gens. Et moi, dans mes souvenirs politiques, c'était un moment extrêmement fort que d'entendre les gens dire ce qu'ils pensaient. Je me souviens entre autres d'un monsieur qui avait une fille d'une douzaine d'années, on vous situe à peu près l'âge de cette personne, qui est venu au micro en disant « c'est la première fois de ma vie que je vais à un micro, donc que je prends la parole publique ». Puis on sentait qu'il y avait dans sa voix d'ailleurs de l'émotion, un peu d'inquiétude. C'est la première fois de ma vie, mais là aujourd'hui je le fais. Puis je vais vous dire ce que je pense de notre avenir, parce que je veux que ma fille soit fière de moi. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'était il y a 20 ans. Et d'ailleurs, une des choses que je sais de la politique, pour en avoir quand même fait pendant un bon nombre d'années, c'est que ce qui nous marque très souvent, c'est les gens à qui on parle, ce que les gens nous disent. Ce qu'on retient, c'est des conversations, c'est des témoignages. Et donc, cet homme-là, à mon avis, illustrait très très bien la démarche qui était en cours. C'était la démarche d'un peuple qui était mobilisé autour de son avenir et à qui on donnait la parole et auquel on disait « vous êtes conviés à vous exprimer ». Lors d'un référendum. À ce moment-là, la date n'était pas encore fixée, elle a été fixée un petit peu plus tard. Il y a eu donc une incroyable mobilisation des citoyens, des citoyennes, des militants et des militantes également. Là, j'en vois dans la salle qui étaient comme moi actifs à ce moment-là. Et vous n'avez pas idée de ce qu'était, par exemple, le porte-à-porte en 1995, à l'automne 1995, pour cogner aux portes, parler aux gens, discuter avec les gens et leur demander évidemment leur appui. Ça permettait de prendre le pouls. Et si vous avez juste un peu souvenir, ou en tout cas vous avez un petit peu d'idée de ce qui a précédé le moment du référendum,
dans les derniers jours, la vague était là. Et si on n'avait pas eu un certain nombre de malheurs, dont je pense on peut dire très clairement des éléments de tricherie, il y a une vague qui avançait. Et plus on avançait, moi je le sais, sur le terrain ici on faisait du porte-à-porte, on cognait aux portes, les gens ouvraient leurs portes, on leur disait on ne vient pas vous vendre une candidature, là on vient discuter du pays du Québec. On allait dans les maisons, on allait dans les entreprises. Je me souviens d'un homme d'entreprise, d'un chef d'entreprise, une entreprise qui avait l'air assez prospère, qui avait accepté de me parler, de me recevoir, et qui m'avait dit après quelques minutes, elle dit, vous savez, Madame Malavoie, elle dit, j'aimerais bien ça. Mais j'ai un peu peur des conséquences, je voudrais que ça arrive, mais je ne voudrais pas que ce soit à moi de le faire. Puis je l'avais entrepris, j'avais dit, oh, il m'a ouvert juste une porte là, il ne va pas s'en tirer comme ça. Il ne va pas s'en tirer comme ça. Et je l'ai entrepris, je suis partie de ces... Il y avait un double message là-dedans. Il y avait, et je crois qu'il y a encore ce double message chez beaucoup de gens, il y avait un espoir, une volonté, un désir, disons. Il y avait un certain désir. J'aimerais bien que ça se fasse. Mais il y avait en même temps une crainte, une retenue. Puis quand il pensait à ses affaires, quand il pensait à son confort, ben, il hésitait un peu. Je ne sais pas ce qu'il a fait le jour du vote, mais je sais que le jour où je l'ai quitté, après l'avoir donc cuisiné quelque temps, là il était convaincu. De quoi en fait était-il convaincu? Pas que c'était une bonne idée, pas que c'était souhaitable, mais qu'il pouvait en être un acteur. Il pouvait y participer. Je parle de mobilisation donc de tous les secteurs, de tous les milieux. Je vous donne un autre exemple, juste pour montrer que le spectre était large. Vous savez qu'un des enjeux au Québec, puis en 1995, bon, ça a tourné de façon un peu bizarre à un moment donné, malheureusement, mais c'est toujours de dire comment vont voter les anglophones. Ça, on peut comprendre que par tradition, les anglophones ont plus d'intérêt à se voir, pour la plupart d'entre eux, comme étant des Canadiens, rester à l'intérieur du Canada, mais ensuite, les gens qui ont immigré chez nous. Et je me souviens d'avoir eu des discussions avec beaucoup de gens qui venaient donc d'autres pays, et entre autres des hispanophones, et qui avaient certains questionnements que je comprends très bien. Souvent, ils avaient quitté des pays où il y avait des troubles politiques, ils venaient ici pour être tranquilles, pour plus se préoccuper d'indépendance de qui que ce soit, et qu'on leur laisse la paix, pour trouver un travail, que leurs enfants aillent à l'école, et ils étaient un peu dérangés par notre histoire. Et je me souviens d'avoir dit à certains d'entre eux, vous savez, le grand privilège de notre démocratie, je me souviens d'une femme à qui j'ai dit ça, c'est que, voyez-vous, peu importe votre opinion, peu importe votre trajectoire, peu importe d'où vous venez, et depuis combien de temps vous êtes ici, nonobstant le fait qu'il fallait avoir la citoyenneté canadienne, si le jour de ce vote, vous avez exactement le même droit que moi. Et vous pouvez autant que moi contribuer à faire un pays. Vous avez la même valeur de démocratie. Et donc, vous voyez qu'on était, je dirais, assez convaincus. Je crois que nous étions assez convaincants. Les dernières semaines du référendum, il y avait des équipes qui faisaient du porte-à-porte, plusieurs équipes en même temps à travers toutes les rues de Sherbrooke. Et venons-en au soir du référendum, on était réunis dans une grande salle, dans un hôtel, on regardait les écrans, comme on regarde toujours quand il y a des résultats d'élection. Puis on voyait, puis vous savez, en politique, on a des doubles entrées. On a les entrées à la fois que nous fournissent les journalistes, les médias, mais on a nos propres entrées avec nos pointeurs. Donc on est capable de voir si notre vote sort bien. Et on a vu que dans Sherbrooke, ça avançait bien. Puis là, on avait comme une espèce d'anxiété. Vous savez, quand quelque chose que vous souhaitez arrive petit à petit, vous vous dites, mais ma foi, est-ce possible qu'on réussisse? Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans Sherbrooke, qui est, vous le savez, une région où, c'est facile à voir, d'ailleurs il y a une alternance, le Parti québécois ou le Parti libéral, pareil au fédéral, donc c'est pas une région gagnée complètement ni d'un côté ni de l'autre. Donc on est plutôt dans l'ambivalence ici dans la région. Dans Sherbrooke, le référendum a gagné, le oui a gagné à 53,3%.
Et quand nous, on a vu ça dans Sherbrooke, on s'est dit, si ça passe comme ça dans Sherbrooke, ça passe au Québec, c'est sûr. C'est sûr. Et là, à un moment donné, il y a eu évidemment le choc de la réalité. Hein. Vous comprenez bien que ce soir-là, parce qu'après on dit c'est 50,4 puis 49,6, bon. Mais quand on est dans la salle et qu'on attend les résultats, ça prend du temps avant qu'on sache si on a gagné ou si on a perdu. Et donc on a vécu une espèce de moment très très fort, un espoir immense, une déception immense. Mais je retiens, et après je vais vous parler un petit peu de façon proche de l'actualité, mais je retiens quand même quelques leçons de ça. D'abord, il est remarquable de penser que nonobstant cette défaite crève-cœur, les souverainistes sont rentrés tranquillement chez eux. Ont continué pour la plupart à y croire, mais n'ont pas fait d'histoire. Pas de violence, pas de soubresaut. Une acceptation de cette démocratie crève-cœur, parce qu'on sait qu'on nous avait volé un certain nombre de votes, puis on sait qu'il y a de l'argent qui a été dépensé par le fédéral qui n'aurait pas eu raison de l'être, mais on est rentré tranquillement chez nous. Alors quand on essaie ensuite de voir les souverainistes comme les gens qui peuvent, des fauteurs de troubles, nous sommes, mais alors un exemple parfait de gens qui respectons la démocratie. Et à ce moment-là, je retiens ça. Je retiens aussi que quand on perd de si peu, il y a une chose que les gens ne peuvent plus jamais nous dire. Ils essaient de nous dire encore, mais à mon avis, ils n'ont plus aucune raison de nous dire. Ils ne peuvent plus nous dire, c'est du passé. Il faut enterrer cette idée-là. Vous avez perdu. Vous avez perdu 2 fois. Moi, j'étais aussi, là je ne vais pas vous rappeler tous mes souvenirs, mais j'étais aussi militante au moment du référendum de 1980. Donc je me fais dire, effectivement, maintenant vous avez perdu 2 fois, rentrez chez vous, c'est fini. Je regrette. Quand on perd par 50 000 voix, dont une bonne part nous ont été volées, on a tout simplement une idée qui demeure extrêmement possible, extrêmement vivante. Et on a toutes les raisons du monde de vouloir continuer ce chemin. Il n'y a personne qui peut me dire c'est enterré, passer autre chose. Ça, c'est pour, je dirais, le contexte politique. J'en viens maintenant à la question que peut-être vous vous posez, puis qu'on se pose toujours. Est-ce que c'est encore valable de penser à la souveraineté du Québec? Même si on peut dire techniquement on est arrivé très proche et donc on a le droit de continuer d'y évoluer, mais quand on regarde le monde d'aujourd'hui, est-ce que c'est encore valable? Est-ce qu'il y a encore des raisons de vouloir faire ce combat? Ou est-ce que c'est, comme m'a dit gentiment un animateur de radio ce matin, est-ce que c'est encore une affaire de boomers? On n'est même plus des baby boomers, maintenant on est des boomers. Je trouve ça encore pire. Je ne sais pas, il me semble que ça a l'air vraiment... J'ai dit, écoutez, c'est à moi de vous parler, là, moi je suis là-dedans, les boomers. Peut-être que ça m'a un peu calmé un instant, mais ce que je retiens, c'est que beaucoup de gens se demandent, est-ce que c'est encore valable ou est-ce que c'est l'affaire de quelques générations? Puis, il y a des raisons qui sont évoquées régulièrement pour dire, oh non, voilà, c'est fini, on n'a pas besoin de ça. Je vais quand même les rappeler brièvement, mais moi ce qui m'intéresse bien sûr après, c'est de vous dire pourquoi je pense que c'est encore quelque chose qui est valable et qui peut être discuté avec tout le monde, parce qu'une idée ne doit pas être valable juste pour des cercles fermés, restreints, de savoir. Une idée, si elle est valable, si elle peut mobiliser les gens, il faut qu'elle touche, les gens dans leur quotidien. Il y a malgré tout une force de l'inertie, il faut bien le reconnaître, et qui fait qu'il y a un certain nombre d'arguments contre qui continuent de cheminer et de revenir de façon régulière. Alors, peut-être certains d'entre vous, là encore je vais plus s'appeler aux boomers, même les plus jeunes, vous avez peut-être entendu déjà parler de ce livre de Pierre Vallière, qui date déjà un peu, qui s'appelait Nègre blanc d'Amérique. Et à l'époque, donc, Pierre Vallière, rien que par le titre, vous voyez très bien, Nègre blanc d'Amérique, vous voyez très bien ce qu'il voulait décrire
comme situation des Québécois, des Québécoises qui étaient opprimés. C'est vrai que nous ne sommes plus des nègres blancs d'Amérique. On peut reconnaître qu'un certain nombre de gens au Québec ont réussi, par toutes sortes de moyens, à nous faire dépasser, traverser un certain nombre de murs qui faisaient de nous plus ou moins des colonisés. C'est vrai. Certains vont dire également, on a fait des progrès, par exemple, vous le prenez, les plus jeunes, pour acquis, mais les progrès autour de la loi 101, qui est donc la charte de la langue française, c'est vrai qu'ils ont été faits à l'intérieur du Canada, même si on nous a renié un certain nombre de pouvoirs de cette loi-là, il reste que oui, il y a des progrès qui peuvent se faire tout en restant dans le Canada. Autre argument que j'ai entendu beaucoup, c'est l'époque est au rapprochement entre les nations, pas à la division. L'époque est au regroupement, l'époque est aux unions. Vous voyez ce qui se passe dans le cadre de l'Union européenne, et on nous sert ça très souvent comme modèle. Et puis, plus fort encore peut-être, particulièrement chez les jeunes, cette idée d'être des citoyens du monde. Moi, je me suis fait dire ça. Je vais vous raconter encore une anecdote. En 1995, je travaillais dans Sherbrooke, mais je faisais aussi du porte-à-porte ailleurs, pour donner un coup de main. Et je me souviens d'avoir fait du porte-à-porte. J'étais à Longueuil, d'ailleurs, sans savoir qu'un jour je serais députée de ce comté-là. Et je faisais du porte-à-porte. En fait, on dit porte-à-porte, c'était plutôt du café en café. Et alors, on entrait dans des commerces et puis on voyait des gens, on discutait. Et là, il y a un jeune articulé, là, et intellectuel articulé, qui commence à discuter et qui me dit, écoutez, moi, ce que vous présentez, ça ne m'intéresse pas du tout, parce que moi, là, je veux être un citoyen du monde. Je ne me reconnais pas dans une approche qui est une approche nationaliste, et puis ce qui m'intéresse, c'est les grands enjeux de la planète et tout ça. J'ai discuté avec lui, un petit peu comme avec mon homme d'affaires sur d'autres sujets, j'ai discuté avec lui un bon moment. Là, je vais vous redire dans mes mots à moi ce que je retiens de ça. Vouloir être des citoyens du monde, c'est tout à fait honorable. Et ne pas être fermé sur soi-même, ne pas croire que les autres n'existent pas, ou ne pas comprendre que simplement nous sommes profondément interdépendants dans des grands enjeux comme ceux de l'environnement, par exemple, c'est ridicule. C'est sûr que nous sommes les citoyens du monde de facto, et qu'on doit avoir une ouverture à ça. Et j'avais dit à ce jeune étudiant, quand les décisions se prennent en matière de paix, en matière d'environnement, en matière de loi du travail, en matière de diversité culturelle, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un de mes exemples favoris. Quand des décisions se prennent, qui est assis autour de la table? Qui parle en notre nom? Qui fait pencher le vote d'un côté ou de l'autre? Est-ce que c'est des citoyens du monde? Les citoyens du monde, quand ils se mobilisent, et ce n'est pas négligeable en démocratie, ce n'est pas négligeable du tout, se mobilisent dans la rue, se mobilisent par des groupes de pression, des groupes d'intérêt. Mais ce sont les États qui prennent des décisions. Quand on essaie de combattre les gaz à effet de serre, s'il n'y avait que des citoyens du monde, il n'y aurait pas de prise de position des États. On ne pourrait pas aller plus loin. Donc la logique du citoyen du monde, pour moi, elle est valable, mais elle n'est pas suffisante. Et elle ne peut en aucun cas dire, à cause de ça, on n'a pas besoin de passer par la reconnaissance d'une identité d'un pays. Il ne faut pas mettre ces choses-là en opposition. Moi aussi, je veux être une citoyenne du monde, consciente de la planète, mais en même temps, je pense que si le Québec joignait sa voix au monde, était une voix de plus dans le monde, je pense qu'on contribuerait à quelque chose de plus que ce qu'on fait actuellement. Donc, la force de l'inertie, elle va continuer de nous habiter un certain temps. On va continuer d'avoir des gens qui nous disent « on n'est pas si mal comme ça, pourquoi on ne continuera pas comme ça, on peut faire quand même des progrès, etc. » Mais malgré tout, moi je pense que le combat pour l'accession du Québec à la souveraineté demeure tout à fait pertinent et tout à fait moderne. Puis je voudrais vous en donner peut-être quelques exemples avant de
de discuter avec vous et de voir ce que vous en pensez. Un des sujets qui m'intéresse le plus quand on parle de notre projet de pays, c'est bien entendu le fait que nous sommes des francophones, pas n'importe où, des francophones en Amérique du Nord. Et puis là, faites un petit zoom dans votre tête là, pour voir où nous sommes situés par rapport aux Amériques. Et voyez le territoire, mais voyez aussi le peu de pourcentage que nous sommes. Nous sommes 2% de francophones en Amérique du Nord. 2%. Il y en a disséminés au Canada, un peu plus au Nouveau-Brunswick, un peu moins dans les autres provinces, et évidemment très concentré au Québec, qui est un État francophone dont la langue commune est le français. Jamais nous ne pourrons être tranquilles. Jamais on pourra dire cette langue-là continuera d'exister envers et contre tous. On aura toujours besoin de vigilance. Alors, indépendamment même des gouvernements qui vont se succéder, c'est sûr qu'actuellement, quand Philippe Couillard à l'étranger dit ben, « je peux parler anglais parce que tout le monde sait qu'au Québec on parle français », c'est pas tellement fameux comme image publique qui est donnée de ce que nous sommes. Mais indépendamment de ça, il y a une réalité objective, géopolitique, qui fait que nous avons donc, je pense, un trésor entre les mains, que de faire vivre une des grandes langues du monde sur un continent où nous demeurons toujours minoritaires. Et ça, pour moi, c'est un des éléments de notre combat qui est important. J'ai évoqué tout à l'heure que être un pays, ça permet de prendre part à des grands enjeux, des grandes discussions sur la planète. Et il y en a une discussion à laquelle j'ai participé pendant une période. Je co-présidais un groupe franco-québécois avec une députée du Parlement européen là-dessus. Un grand enjeu qui est celui de ce qu'on appelle maintenant la Convention sur la diversité culturelle. C'est quoi cet enjeu-là? Pourquoi ça intéresse le Québec? Pourquoi on doit être vigilant? Et pourquoi d'être un pays nous permettrait d'aller encore plus loin? Vous savez que le monde est un monde où les marchés sont très ouverts et que toutes les tendances depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça a été d'essayer de déréglementer pour faire que les biens, les services, les capitaux circulent assez librement. Il est arrivé un moment où il y a une espèce de sonnette d'alarme parce que tout à coup, on s'est mis à se questionner sur tous les éléments de biens et services rattachés à la culture. Pour prendre une image qui a circulé avant qu'il y ait une convention sur la diversité culturelle, on disait, est-ce que la culture, c'est comme un sac de patates? Est-ce que ça peut est-ce qu'on peut encadrer les lois du marché pour la culture comme un sac de pommes de terre? Et vous savez que les États-Unis ont très tendance à vouloir déréglementer, ouvrir les frontières. Et pour les États-Unis, la culture est un bien. Et d'ailleurs, on parle de entertainment, on parle moins de culture. On n'a pas de ministre de la culture aux États-Unis, des secrétaires à la culture. Ça fait partie de l'industrie de façon générale. Au Québec, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à la culture? On a, depuis des années, par nécessité, on a mis en place des moyens de protéger la culture. Je vais vous en donner un exemple que vous connaissez, mais on le prend pour acquis, mais il ne faut pas le prendre pour acquis parce que c'est une protection qu'on s'est donnée, mais que certains essaient de combattre. Les quotas de chansons francophones à la radio. Ça, c'est une mesure qu'un gouvernement prend pour dire, attention, il y a une pression qui demeurera toujours très forte de la langue anglaise et qui sera une pression sur toute notre industrie culturelle. Est-ce qu'on peut se donner des moyens pour limiter l'intrusion ou limiter le fait que si on ne fait rien, à un moment donné, nonobstant la qualité des produits qui viennent d'ailleurs, on ne puisse plus avoir de place pour
l'expression culturelle en français. Et cette idée-là d'avoir une réglementation, elle était très discutée dans les forums comme l'Organisation mondiale du commerce, parce que c'est une barrière au commerce. Et sur plusieurs années, je vous résume ça rapidement, il y a eu une mobilisation d'un certain nombre de pays dans le monde qui ont réussi à faire que l'UNESCO, qui est l'organisme qui est la branche des Nations Unies mais qui s'occupe vraiment d'éducation, de sciences et de culture, que l'UNESCO travaille finalement à l'élaboration d'une convention sur la diversité culturelle, que des pays ont ratifié et qui permettent aux pays d'avoir des mesures dont on ne dira pas qu'elles sont contre les lois du marché, pour par exemple avoir des quotas de chansons françaises, par exemple appuyer, subventionner l'industrie cinématographique ou télévisuelle, etc. Ça c'est un grand combat, ça c'est un combat local. Et nous, quand on veut, comme Québec, on veut joindre notre voix, pas juste comme étant une province, parmi les provinces du Canada, mais comme étant un État, quand on veut travailler dans ce dossier-là, c'est pas uniquement, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui est moderne, c'est ça, je pense, qui peut rejoindre le plus les jeunes. C'est pas uniquement pour défendre l'identité canadienne, française à l'époque, et québécoise, francophone maintenant, d'un petit bout de l'Amérique du Nord, même si je trouve que cette mission-là est très noble. C'est aussi parce que ce faisant, on défend toutes les langues du monde. On défend le droit à tous les États du monde de protéger leur langue, leur culture, leur dialecte, leur minorité, toute leur production. Et si on ne faisait pas ça, vous le savez, on en viendrait à une culture beaucoup plus américanisée, beaucoup plus uniformisée. Et je trouve que de dire qu'on peut joindre les deux, un combat de la planète pour mettre en valeur la diversité culturelle, on peut mettre ça en lien avec la nécessité d'accéder à l'indépendance pour avoir notre propre voix et ne pas, en matière de culture, ce qui est pour nous très périlleux, être soumis aux politiques canadiennes. On veuille ou non, les politiques canadiennes de M. Harper ne pourront jamais défendre l'identité québécoise francophone comme nous avons besoin de la défendre. Donc, être un pays dans le monde, ce que ça permet de faire, c'est de s'affirmer, de prendre part aux enjeux, de faire pencher la balance, parce qu'il y a le vote, il y a aussi l'influence qu'on peut avoir, et je crois qu'on peut le décliner de façon extrêmement noble. J'ajouterais aussi, parce que je pourrais prendre d'autres exemples en environnement, ce serait la même chose, pour ce qui est du travail sur, aussi en diplomatie étrangère, toutes les questions de paix dans le monde, je pense qu'on pourrait également prendre des exemples comme cela. Mais ce que j'ajoute, c'est que, et ça, j'y crois exactement de la même manière qu'il y a 20 ans. Ça n'a pas changé pour moi. Si ça se trouve, ça s'est accentué. Quand je nous regarde, nous étant le Québec, je nous regarde, on a déjà tous les éléments d'un pays. On les a tous. On n'est pas en train de, vous savez, de prendre un vieux tissu et d'essayer de tailler un pays là-dedans. On a exactement tous les éléments de pays. On a un territoire très facilement identifiable. Puis, je sais qu'il est vaste. On a un territoire. On a une histoire qui nous est propre. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles c'est pas facile de réformer les cours d'histoire, c'est parce que l'histoire, elle est vue évidemment toujours d'un point de vue. L'histoire n'est jamais une science exacte. Tous les pays du monde ont des cours d'histoire, mais quand vous regardez l'histoire, mettons, de la Deuxième Guerre, selon que vous êtes français, allemand, russe, américain, vous ne parlez pas forcément des mêmes choses. Donc, on a une histoire qui nous est. On a une culture. Et je sais qu'on le prend pour acquis, le rayonnement de la culture québécoise est assez extraordinaire quand on regarde ça pour le petit pourcentage de personnes que nous sommes, le petit nombre de millions que nous sommes, une culture qui rayonne à travers le monde, que ce soit en chanson, en théâtre, en production culturelle de toute nature. Donc on a une culture qui est vivante, qui s'exprime très bien. On a des ressources, on ne peut pas être un pays si on n'a pas des ressources. On a des ressources naturelles en quantité. Il faut s'arranger pour qu'elles ne soient pas pompées par des étrangers sans qu'on ait de redevances convenables, mais on a toutes les ressources qu'il faut.
Il y a des pays qui accèdent à leur indépendance et qui sont moins riches que le Québec. Le Québec, s'il était un pays et non pas une province du Canada, serait en gros dans au 20e rang des pays dans le monde pour leur produit intérieur brut, dans des pays riches, des pays industrialisés. On a, et ça se développe de plus en plus, et à partir de ce qu'on a appelé la révolution tranquille, ça s'est beaucoup développé grâce à l'éducation, on a des gens qualifiés. On a une main-d'œuvre qualifiée. On est des chefs d'entreprise. On a une haute fonction publique qui est formée au Québec et qui parle français. On a dans tous les domaines des gens qualifiés. On est capable de se prendre en main demain matin. On a des institutions. Demain matin, on n'est plus dans le giron du Canada. Le Parlement du Québec, avec la fonction publique québécoise, est capable de gérer l'ensemble des questions québécoises. On est capable de tout faire mieux. Ce qui nous manque, puis je vais terminer bientôt parce que je veux un petit peu vous entendre, ce qui nous manque, même si on a toutes ces caractéristiques, c'est de retrouver le désir du pays. Ce que j'ai senti monter, moi, il y a 20 ans, dans une vague qui montait comme ça, et qui n'aurait pas dû normalement être arrêtée en si bon chemin. Ce que j'ai senti monter il y a 20 ans, pour moi, ça demeure encore d'actualité. Il n'y a aucune des raisons que j'ai évoquées, selon moi, qui ne tiennent pas la route ou qui sont plus vraies. Puis j'ai pris une sélection, on pourra en nommer bien d'autres. Donc, on est beaucoup plus au niveau de retrouver le désir d'un pays. On n'est pas dans une argumentation savante, on est plus dans quelque chose qui est plus émotif. Comment retrouver ce désir, comment combattre nos peurs, comment retrouver l'espoir, comment en même temps s'appuyer sur des éléments du quotidien pour montrer que ce n'est pas une affaire farfelue. Si on est un pays en matière de langue, de culture, d'environnement, de paix dans le monde, on a plus de choses à dire, on se prend plus en main. Et tout ce que je souhaite, puisque le Parti québécois est dans une